Imaginez découvrir que votre fille de 11 ans a disparu à moins de 10 minutes en voiture de chez un ami. Imaginez maintenant la retrouver morte dans un cimetière, pour découvrir des années plus tard que la police a menti sur les preuves pour piéger un innocent, tandis que le véritable meurtrier était en liberté. Voici l'histoire bouleversante de Jodi Parrack et comment une enquête bâclée a failli détruire 2 familles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines affaires. Dans une petite ville du Michigan appelée Constantine, qui compte moins de 1000 habitants, vivait une petite fille spéciale nommée Jodi Parrack. Née le 2 septembre 1996, elle avait un frère aîné et était élevée par sa mère, Valérie, surnommée Jo. Comme tous les enfants de son âge, Jodi partageait son temps entre l'école, sa famille et les jeux avec ses amis du quartier, toujours avec son sourire et sa passion pour les animaux et le basketball. Lors d'un voyage en famille à Chicago, quelque chose a touché la petite fille. En voyant des sans-abri, Jodi a confié à ses parents qu'elle voulait devenir coiffeuse plus tard. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, sa réponse a révélé une maturité impressionnante pour une enfant. Elle croyait que se sentir beau, c'est aussi se sentir mieux dans sa vie. Sa citation préférée était « L'amour est comme un câlin, alors accroche-toi ». Et sa générosité n'a fait que grandir avec le temps. Malheureusement, ni Jodi ni sa famille n'auraient pu prédire à quel point leur avenir serait sombre. C'était le jeudi 8 novembre 2007, à 17h45. Joe commençait à s'inquiéter. Jodi n'était pas rentrée de chez sa meilleure amie, dépassant l'heure prévue de 17h30, juste le temps de dîner avant la tombée de la nuit. Le chemin pour rejoindre la maison de son ami lui était familier, moins d'1 kilomètre, un trajet qui prend habituellement moins de 10 minutes à vélo. Tentant de maîtriser son anxiété, Joe décida d'aller directement chez son ami. Là, elle découvrit que ni Jodi ni la fille de la maisonnée n'étaient présentes. La mère de son ami expliqua que les 2 filles étaient déjà parties à son retour du travail, supposant que Jodi avait probablement accompagné son ami à la réunion scout qui avait lieu tous les jeudis. Tout espoir a été anéanti lorsqu'une seule fille est revenue de la réunion. L'amie de Jodi a confirmé qu'elle n'était pas allée chez les scouts. Elle était partie à vélo avec suffisamment de temps pour rentrer chez elle avant l'heure prévue. À cet instant, Joe comprit instinctivement qu'un événement terrible s'était produit. Il appela immédiatement la police et commença à mobiliser ses proches. Dans une petite ville comme Constantine, la nouvelle de la disparition se répandit rapidement et des dizaines de bénévoles se mirent bientôt à fouiller les parcs, les rives de la rivière Saint-Joseph et les champs environnants. Après des heures de recherche intensive, Jodi et son vélo restèrent introuvables. C'est alors qu'un ami de la famille lui suggéra d'aller au cimetière local. Après avoir entendu cette suggestion répétée à plusieurs reprises sans que personne ne réagisse, elle décida d'y aller elle-même. Il était 10h35 lorsque Joe arriva au cimetière. Il faisait presque nuit noire, seulement troublé par quelques lampadaires au loin. Malgré cela, lorsqu'elle se gara et regarda par la fenêtre, elle remarqua immédiatement quelque chose d'inattendu. La silhouette d'un enfant appuyé contre une pierre tombale. Joe sauta du véhicule et courut vers l'ombre. Là, appuyé contre une pierre tombale, se trouvait le corps immobile de sa fille, son vélo adoré étendu à côté d'elle dans la poussière. Joe poussa un cri déchirant et serra la petite fille dans ses bras, l'embrassant sur la tête et la suppliant de se réveiller. Jodi avait l'air angélique, ses longs cils reposant paisiblement sur ses joues, et ses lèvres commençaient à bleuir. Mais elle ne respirait plus, et son corps était froid et sans vie. Quelques instants plus tard, un policier apparut sur le parking du cimetière. C'était le même ami de la famille qui avait suggéré de chercher à cet endroit. Il avait suivi Joe et avait entendu crier en trouvant Jodi. Courant vers le bruit, il trouva Joe allongé par terre dans le noir, tenant le corps sans vie de sa fille. L'agent était suffisamment expérimenté pour savoir que Joe serait bouleversé par la mort de l'enfant, mais il savait aussi qu'il devait préserver les lieux. Il savait pertinemment que les enfants de 11 ans ne meurent pas sans raison, et que tout ce qui se trouvait autour du corps serait considéré comme une preuve pour une enquête ultérieure. Finalement, alors que les ambulanciers et la police arrivèrent au cimetière, Joe se laissa convaincre de rendre le corps de Jodi pour la dernière fois. Les policiers bouclèrent la zone et commencèrent à enquêter sur les lieux, alors que la nouvelle se répandait dans la petite communauté que la jeune fille qu'ils recherchaient avait été trouvée, malheureusement morte. Les enquêteurs ont immédiatement compris que cette affaire avait quelque chose d'étrange. Jodi avait été retrouvée entièrement vêtue, sans aucune trace de blessure. Il n'y avait ni blanc ni ecchymose. C'était comme si elle s'était simplement assise contre la pierre tombale et s'était endormie pour toujours.
Compte tenu de la relative sérénité des lieux, il était possible que Jody soit morte de cause naturelle. Garder l'esprit ouvert sur ce qui était arrivé à Jody était une chose que Joe n'aurait jamais envisagée. Dès qu'elle a appris que sa fille était morte, elle a cru qu'il s'était passé quelque chose au retour de chez son amie. Elle n'a pas hésité à dire aux policiers qu'elle pensait que Jody avait été kidnappée, assassinée et abandonnée dans les quelques heures qui suivaient son départ de chez son amie et le moment où elle a été retrouvée au cimetière. Curieusement, certains membres de la communauté ont suggéré que Jody était peut-être allée au cimetière seule, ou qu'elle était prise de peur et morte d'une maladie cardiaque non diagnostiquée, mais Joe savait qu'il était impossible qu'elle y était allée seule. Elle se souvenait combien Jody détestait y aller. Elle n'aimait même pas traverser le quartier en voiture. Chaque fois qu'elles y allaient, Jody disait à sa maman qu'elle avait peur de cet endroit, car cela lui donnait un sentiment stress. Heureusement, les enquêteurs ont décidé de considérer la mort de Jody comme suspecte jusqu'à preuve du contraire. Ils ont commencé l'enquête en s'entretenant avec la famille proche de la jeune fille, alors que la scène de crime était encore en cours d'analyse. Sachant que la personne la plus susceptible de blesser un enfant est un proche, les policiers ont amené Joe et Brian, le frère aîné de Jody, au poste de police pour les interroger. Joe et Brian ont passé des heures à fournir des explications détaillées sur leur déplacement le jour de la disparition de Jody. Tous deux ont nié l'implication dans sa mort et ne voyaient personne qui puisse lui vouloir du mal, ni à sa famille. Après avoir interrogé des témoins, les policiers ont pu établir que les alibis de Joe et Brian étaient solides, et ils ont été rapidement écartés des suspects. Pendant ce temps, le corps de Jody a été retiré du cimetière et emmené pour autopsie. Le médecin légiste a confirmé que la cause de décès de Jody était une strangulation manuelle. Dans ce cas, les corps présentent des ecchymoses ou des saignements au niveau du cou et de la gorge. Or, la strangulation est une suffocation, et elle ne nécessite pas toujours l'application de force sur les voies respiratoires. Le corps de Jody ne présentait aucun signe extérieur de traumatisme comptant, mais il présentait des égratiures aux poignets, invisibles lors de la découverte, car elle était entièrement vêtue. Les marques sur ses poignets indiquaient qu'elle avait été menottée ou attachée avant son meurtre. Des ecchymoses ont également été constatées sur ses deux mamelons. Ajoutant à l'horreur de la famille, des preuves indiquaient que Jody avait également été victime d'agressions sexuelles. D'après l'autopsie, Jody est morte à 18h30, moins de 2 heures après qu'elle soit partie pour regagner la maison de son amie à 800 mètres de là. Elle portait le pull et le t-shirt noir qu'elle portait lors de sa disparition, ainsi que son soutien-gorge, ses sous-vêtements, ses chaussettes blanches et ses baskets. Ses oreillettes blanches préférées étaient encore à ses lobes, et un bracelet d'amitié orné de perles multicolores était noué autour de sa cheville. Le rapport du coroner a noté que, bien que Jody ait été retrouvée portant des chaussettes et des chaussures, du sable était présent entre ses orteils. Cela indiquait que ses vêtements avaient probablement été retirés à un moment donné et qu'elle avait été habillée par son meurtrier. L'autopsie a confirmé que Jody avait subi une terrible attaque avant son meurtre, mais que le meurtrier avait laissé très peu de traces quant à ce qui s'était exactement passé. Dès le premier jour, l'affaire Jody a suscité un vif intérêt pour le public. Bien que Constantine soit une localité relativement petite, elle affiche l'un des taux de criminalité violente par habitant les plus élevés des États-Unis. Cette statistique inquiétante mettait la communauté sur les nerfs, et la disparition d'une jeune fille n'a fait qu'accroître le sentiment d'inquiétude et d'urgence. La police locale s'est trouvée sous les feux de la presse nationale, les médias se rendant sur place pour couvrir l'affaire. Le fait que la victime soit un enfant a entraîné une forte pression sur la police pour traduire le meurtrier en justice. Tout ce contexte a peut-être contribué à la rapidité et à l'échec de l'enquête. L'annonce officielle du meurtre de Jody n'a pas révélé la cause de son décès. Il est logique que cela ait été fait afin que, lors de l'interrogatoire d'un suspect, les informations puissent être utilisées pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Mais ce manque de clarté n'a fait qu'accroître les craintes du public quant à la présence d'un tueur d'enfants fou en liberté dans leur communauté, ce qui a accru la pression pour obtenir des résultats dans cette affaire. Quelques jours après le meurtre de Jody, la police a identifié et nommé publiquement son principal suspect. À la stupeur générale, il s'agissait de l'ami de la famille et du policier qui avait recommandé de rechercher Jody au cimetière la nuit de sa disparition. Raymond McCann était un homme marié de 46 ans, père de 3 enfants. Son travail habituel consistait à réparer des caravanes et il occupait fièrement un poste de réserviste de police, susceptible d'être appelé en renfort en cas de besoin. Il était connu pour être un homme sympathique qui aidait ses voisins, gâtait ses enfants et entraînait leurs équipes sportives. La mère de Jody connaissait Ray depuis leur adolescence et avait même fréquenté son frère à un moment donné.
En grandissant, leurs deux familles ont commencé à passer plus de temps ensemble, jusqu'à se considérer comme une grande famille élargie. Lorsqu'ils ont eu leurs propres enfants, ceux-ci sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils étaient si proches que le jour de la disparition de Jody, c'est la nièce de Ray qu'elle rendait visite. Personne ne voulait croire que Ray puisse être impliqué. Il était difficile d'imaginer qu'un père de famille aimant comme lui puisse être impliqué dans le meurtre brutal d'un enfant. Et pourtant, tout le monde était impatient de découvrir ce qui était arrivé à Jody et faisait confiance à la police. Il y avait un certain soulagement à l'idée que le tueur d'enfants fou que tout le monde redoutait ait été arrêté, même s'il était quelqu'un en qui ils avaient une confiance inébranlable. Interrogé, Ray a immédiatement nié toute implication dans le meurtre ou l'agression sexuelle de Jody. Mais lorsqu'on l'a interrogé sur ses déplacements l'après-midi du meurtre, ses réponses ont semblé contradictoires, confirmant ainsi les convictions des enquêteurs. Ray a donné plusieurs versions des heures précédant la disparition de Jody. Dans l'une d'elles, il se souvenait avoir emmené ses enfants au magasin de l'art général de Constantine après leur retour de l'école cet après-midi-là. Mais interrogés, ses enfants ont affirmé que ce n'était pas vrai. Ils n'avaient jamais quitté la maison après leur retour de l'école ce jour-là. Ray a également nié posséder d'autres menottes que celles qu'il portait pour son service de réserviste, mais l'enquêteur principal a affirmé qu'il s'agissait d'une fausse déclaration. Ray a également affirmé que, lors de la perquisition, il était entré dans un magasin et avait demandé à une vendeuse si elle avait vu Jody. Cependant, lorsque les agents ont interrogé l'employé, elle était certaine que cette conversation n'avait jamais eu lieu et qu'elle n'avait pas parlé à Ray ce jour-là. Ray a ensuite affirmé avoir parlé à un policier cet après-midi-là, mais celui-ci a également nié toute interaction. Ray a ensuite affirmé avoir fouillé un barrage voisin, mais la police a affirmé avoir visionné des images du barrage et que Ray n'y était pas visible. Sans aucun élément pour étayer l'alibi de Ray, la police était de plus en plus convaincue qu'il s'agissait de l'homme recherché. Leur soupçon fut renforcé lorsque Joe leur apprit que c'était Ray qu'elle avait entendu suggérer à plusieurs reprises d'aller au cimetière. Lorsqu'on a demandé à Ray pourquoi il avait demandé au procureur de chercher à cet endroit, il a déclaré qu'il avait suggéré le cimetière uniquement parce qu'il connaissait bien le secteur et qu'il pensait que personne n'y avait encore cherché. Il a ajouté qu'il avait déjà fouillé un chantier de construction local ainsi qu'un terrain de baseball sans trouver la moindre trace de Jody, et que le cimetière était l'endroit le plus évident à visiter dans le secteur. Malgré les dénégations de Ray et le peu de preuves circonstancielles liant le crime, la police était convaincue qu'il était le meurtrier. Compte tenu de sa proximité avec Jody et des déclarations contradictoires concernant ses déplacements, elle était convaincue que cela suffisait à prouver que Ray était le tueur d'enfants impitoyable qu'elle traquait. Au cours de l'enquête, de l'ADN masculin avait été retrouvé sur le corps de Jody. Déterminé à prouver son innocence, Ray avait volontairement fourni un échantillon d'ADN lors de son premier interrogatoire. Lors de son nouvel interrogatoire, on lui a dit que l'ADN retrouvé sur le corps de Jody correspondait à l'échantillon qu'il avait fourni et que l'ADN de Jody avait également été trouvé dans son camion. Ray était incapable d'expliquer comment son ADN avait été retrouvé sur le corps ou sur le sien dans son camion. Mais cela ne changeait rien à ses affirmations selon lesquelles il n'avait rien à voir avec sa mort. Ces dénégations étaient perçues comme un mur par les enquêteurs. Et pourtant, quelles que soient les informations ou menaces, il persistait à clamer son innocence. Les enquêteurs ont donc décidé d'adopter une nouvelle approche. Ils ont informé la famille de Joe et de Ray que son ADN correspondait aux échantillons laissés sur Jody par son meurtrier. Ils ont confirmé que le sable retrouvé entre ses orteils provenait bien de leur jardin. Ils ont ensuite informé la femme de Ray qu'il serait inculpé de meurtre. Tout cela pourrait être considéré comme normal dans une enquête pour meurtre. Mais ils sont allés plus loin, en révélant le fils de Ray qu'il consommait et vendait de la drogue et qu'il utilisait peut-être son ordinateur pour rencontrer un amant gay. Avec le recul, on comprend aisément qu'ils espéraient monter la famille de Ray contre lui et détruire sa réputation, afin qu'il se sente obligé d'enfin avouer ses actes. Le plan a fonctionné, du moins en partie. Une fois que la police a semé du doute dans les familles de Ray et Joe, il n'y avait plus aucun doute pour eux qu'il était le meurtrier de Jody. Il ne leur restait plus qu'à attendre que la police l'inculpe de meurtre. Sauf qu'ils ne l'ont jamais fait. 1 an après le meurtre de Jody, 2, puis 3, 4, puis 5 ans, aucune charge n'avait été retenue contre Ray. Pendant ce temps, Joe a donné de nombreuses interviews aux médias, suppliant puis demandant à ce que Ray avoue pour pouvoir enfin obtenir la paix qu'elle méritait.
Pendant ce temps, au fil des années, Ray passait ses propres interrogatoires, mais avec les forces de l'ordre. Au cours des 5 années qui suivirent le meurtre de Jody, Ray fut interrogé 20 fois. Il accepta toujours les interrogatoires et ne demanda jamais la présence d'un avocat. Quel que soit le nombre d'interrogatoires, il était toujours cohérent sur un point. Il n'avait rien à voir avec l'enlèvement, l'agression sexuelle ou le meurtre de Jody. Il n'est pas surprenant que la façon dont Ray était traité par les enquêteurs ne se soit pas améliorée au fil des années. Ils ont déployé tous les moyens possibles pour tenter de le briser et de le convaincre d'avouer. La police revenait sans cesse sur l'élément crucial prouvant que Ray était le meurtrier de Jody. En un entretien, Ray a été interrogé à plusieurs reprises sur la possibilité que son ADN se retrouve sur Jody s'il n'avait rien à voir avec sa mort. Une fois de plus, Ray a été incapable de fournir une explication jusqu'à ce qu'il explique finalement que l'ADN avait peut-être été retrouvé après avoir contacté Joe lorsqu'il avait tenté de la convaincre d'enterrer le corps de Jody à son arrivée au cimetière. Les enquêteurs ont également indiqué à Ray qu'ils avaient des preuves montrant qu'il se trouvait à 7 mètres du corps de Jody au moment de sa mort, une distance étrangement précise. Il refusait d'expliquer la nature de ces preuves. Et bien sûr, ils ont constamment évoqué les images de vidéosurveillance prouvant que Ray ne fouillait pas le barrage alors qu'il le prétendait. Mais ce n'était pas tout ce qu'ils avaient contre Ray. Pour prouver son innocence, il avait accepté de se soumettre à 3 tests polygraphiques. Le premier n'avait pas été concluant, mais les 2 suivants ont révélé des signes de tricherie, du moins selon les enquêteurs. Dans une autre tactique pour obtenir un aveu de Ray, les policiers ont proposé des scénarios pouvant expliquer l'agression sexuelle et le meurtre d'une enfant de 11 ans. Ils suggéraient qu'il s'agissait peut-être d'un accident ou que Ray avait peut-être eu une crise de nerfs, s'était évanoui et avait tué Jody. Mais même cette approche n'a pas fonctionné et Ray a persisté dans sa version. Pour tous ceux qui suivaient l'affaire, la police semblait avoir des preuves convaincantes prouvant que Ray était le meurtrier de Jody. Mais pourtant, malgré leurs efforts incessants, Ray n'avait pas une seule fois modifié sa déclaration et n'avait jamais porté plainte contre lui. Finalement, en 2012, 5 ans après le meurtre de Jody, l'enquêteur principal Brian Fuller décida d'essayer une dernière tactique. Il était convaincu que cela marquerait un tournant dans l'affaire et lui assurerait une condamnation. Il créa une équipe chargée des affaires non résolues qui rouvrit l'enquête sur le meurtre de Jody. Ray fut convoqué pour un nouvel interrogatoire et soumis aux mêmes questions. Brian le convoqua alors pour témoigner sous serment sur l'endroit où il se trouvait le jour du meurtre de Jody. Ray raconta sa fouille du barrage et mentionna avoir fouillé le cimetière, celui-ci n'ayant pas encore été examiné. Ce témoignage a ensuite été comparé à ses 20 déclarations précédentes sur ce qu'il avait fait l'après-midi où Jody avait été enlevée. Il y avait des divergences entre ses souvenirs, notamment concernant la fouille du barrage. Brian avait témoigné que les images du barrage prouvaient que Ray n'avait jamais été présent le jour du meurtre. Ceci, ainsi que les incohérences dans le témoignage de Ray, a fait qu'en 2014, Ray a été arrêté par la police alors qu'il se rendait à l'hôpital pour rencontrer son petit-fils nouveau-né pour la première fois. Sauf que l'arrestation et les accusations qui ont suivi ne concernaient pas le meurtre. Non, Ray a été inculpé de 5 chefs de parjure. Dans l'État du Michigan, le parjure est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre qualifié. Même si Ray n'était pas accusé de meurtre, il risquait la même peine que s'il l'avait été. Ces accusations ont été un soulagement pour ceux qui suivaient l'affaire. Ray ne serait peut-être pas reconnu coupable du crime qui les passionnait tant, mais il serait quand même incarcéré et la communauté serait enfin en sécurité. Alors que Ray était en prison en attendant son procès pour parjure, il a compris qu'il était inutile de lutter contre une police déterminée à le condamner pour n'importe quoi. De son point de vue, si des images montraient qu'il n'était jamais allé au barrage, le jury se prononcerait probablement contre lui même s'il croyait ses déclarations vraies. En 2015, Ray a plaidé non coupable et a été condamné à 20 mois de prison. Il a déclaré plus tard qu'il savait que les enquêteurs ne reculeraient devant rien pour le condamner et qu'un plaidoyer de non-contestation serait donc le moyen le plus rapide de retrouver sa famille. Il a rencontré son petit-fils nouveau-né pour la première fois en prison et a déclaré « C'était si difficile de le voir pour la première fois à travers la vitre ». Si 20 mois de prison n'étaient rien comparé aux 20 ans que Ray méritait, la communauté estimait qu'ils avaient au moins un avant-goût de justice pour la famille de Jody. Même si Ray n'avait jamais été inculpé du meurtre de Jody, toutes les personnes impliquées le croyaient coupable et son arrestation garantissait la sécurité de leurs enfants. Sauf que ce n'était pas le cas. Il ne faudrait pas longtemps avant que tout le monde réalise qu'ils avaient eu tort depuis le début. En concentrant tous leurs efforts sur Ray, un tueur d'enfants avait été laissé libre de rôder parmi leurs enfants. Maintenant que Ray était enfermé, le véritable monstre était prêt à frapper à nouveau.
Le 28 juillet 2017, 10 ans après le meurtre de Jody, une fillette de 10 ans a raconté à ses parents une histoire terrifiante. Elle avait été agressée alors qu'elle rentrait chez elle. Elle leur a raconté qu'en passant devant une maison, un homme lui avait demandé de l'aider à déplacer quelque chose dans son garage. Alors qu'elle s'approchait de l'homme, il a sorti un couteau et lui a couvert la bouche de sa main. Il a tenté de la plaquer au sol et elle l'a vu attraper une rallonge électrique. Lorsqu'il a détourné le regard, elle en a profité pour se dégager de lui. Elle a pu courir chez elle et raconter à ses parents ce qui s'était passé. Les parents de la jeune fille ont immédiatement alerté la police, qui lui a demandé de les conduire à la maison où l'agression avait eu lieu. Elle les a conduites à White Pigeon, à seulement 11 km de l'endroit où Jody avait vécu et était décédée. La maison appartenait à Daniel Kevin Furlong. Daniel était un père de famille qui travaillait comme entraîneur sportif pour jeunes, tout comme Ray. Il semblait être un homme tout à fait ordinaire, attaché à sa famille. Mais derrière ce masque, Daniel cachait un lourd secret. Lorsque votre ADN a été saisi, il a révélé une correspondance avec un crime non résolu à Constantine. Je suis sûr que vous avez fait le lien, mais il correspondait à l'ADN retrouvé sur le corps de Jody. La police se trouvait alors face à un dilemme. Si l'ADN de Dan correspondait à celui du meurtrier de Jody, qu'en était-il de celui de Ray? Avait-on découvert deux profils ADN distincts sur le corps de Jody, ou il y avait quelque chose de bien plus sinistre en jeu? Je pense que vous le savez maintenant. Il y a toujours quelque chose de plus sinistre. Il s'est avéré que l'ADN de Ray ne correspondait pas à celui retrouvé sur la dépouille de Jody et ne l'avait jamais été. La police savait dès le départ que cet ADN n'appartenait pas à Ray et qu'il n'était probablement pas impliqué dans son meurtre. Pourtant, elle a sciemment choisi d'ignorer les preuves et a menti pour tenter de faire avouer à Ray. Mais l'ADN n'était pas la seule preuve sur laquelle ils ont menti. La vidéo selon eux prouvant que Ray ne fouillait pas le barrage comme il le prétendait avait en réalité été filmée depuis un immeuble situé à un pâté de là. Il ne l'aurait jamais montré s'il était à l'aide où il prétendait être. Brian Fuller avait visionné les images à plusieurs reprises au cours de l'enquête et connaissait parfaitement l'emplacement de la caméra. Quant aux preuves avancées par Brian prouvant que Ray se trouvait à 7 mètres du corps de Jody, eh bien elles n'existent tout simplement pas. Aucun test ne permet de déterminer si une personne se trouvait dans un rayon précis autour d'un meurtre. En réalité, tout ce qu'ils ont dit à Ray lors de ces 20 interrogatoires était inventé. Ce n'était que des mensonges proférés avec une seule intention, effrayer Ray pour qu'il avoue un crime qu'il n'a jamais commis. Aux États-Unis, il est parfaitement légal pour la police de mentir à un suspect lors d'un interrogatoire. Elle peut dire ce qu'elle veut si cela peut l'aider à obtenir le résultat escompté. Elle peut fabriquer des preuves, induire les suspects en erreur et produire de faux résultats d'analyse. Lorsqu'un suspect ment, c'est un parjure, mais quand la police ment, c'est une méthode d'interrogatoire légale et acceptable. Il s'avère qu'il n'est pas rare que la justice soit tout sauf équitable. La police peut maintenant affirmer que tout était bien intentionné, sauf que dans le cas de Ray, les preuves ont démontré son innocence, et non l'inverse, car la police avait convaincu tout le monde. Les interrogatoires de Ray montrent clairement qu'il est ouvert et relaxé lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs. Il manifeste une volonté d'aider et répond volontiers à toutes les questions qu'ils lui posent. Interrogé, Daniel a avoué être l'auteur du meurtre de Jody et a rajouté qu'il avait planifié d'agresser sexuellement et de tuer la jeune fille qui s'était enfuie. Une enquête plus approfondie a révélé qu'il vivait à Constantine au moment du décès de Jody. Il a déclaré à la police qu'il ne connaissait pas Jody avant ce jour-là, mais qu'en la voyant passer à vélo de chancher, il lui a demandé de l'aider à déplacer quelque chose dans son garage. Alors qu'elle s'approchait de l'homme, il a sorti un couteau et lui a couvert la bouche de sa main. Il a tenté de la plaquer au sol et elle l'a vu attraper une rallonge électrique. Lorsqu'il a détourné le regard, elle en a profité pour se dégager de lui. Elle a pu courir chez elle et raconter à ses parents ce qui s'était passé. Les parents de la jeune fille ont immédiatement alerté la police, qui lui a demandé de les conduire à la maison où l'agression avait eu lieu. La maison appartenait à Daniel Kevin Furlong. Daniel était un père de famille qui travaillait comme entraîneur sportif pour jeunes, tout comme Ray. Il semblait être un homme tout à fait ordinaire, attaché à sa famille. Mais derrière ce masque, Daniel cachait un lourd secret. Lorsque votre ADN a été saisi, il a révélé une correspondance avec un crime non résolu à Constantine. Je suis sûr que vous avez fait le lien, mais il correspondait à l'ADN retrouvé sur le corps de Jody. La police se trouvait alors face à un dilemme. Si l'ADN de Dan correspondait à celui du meurtrier de Jody, qu'en était-il de celui de Ray? Avait-on découvert deux profils ADN distants sur le corps de Jody, ou il y avait quelque chose de bien plus sinistre en jeu? Je pense que vous le savez maintenant. Il y a toujours quelque chose de plus sinistre. Il s'est avéré que l'ADN de Ray ne correspondait pas à celui retrouvé sur la dépouille de Jody et ne l'avait jamais été. La police savait dès le départ que cet ADN n'appartenait pas à Ray et qu'il n'était probablement pas impliqué dans son meurtre. Pourtant, elle a sciemment choisi d'ignorer les preuves et a menti pour tenter de faire avouer à Ray. Mais l'ADN n'était pas la seule preuve sur laquelle ils ont menti. La vidéo selon eux prouvant que Ray ne fouillait pas le barrage comme il le prétendait avait en réalité été filmée depuis un immeuble situé à un pâté de mât.
Il ne l'aurait jamais montré s'il était à l'aide où il prétendait être. Bryan Fuller avait visionné les images à plusieurs reprises au cours de l'enquête et connaissait parfaitement l'emplacement de la caméra. Quant aux preuves avancées par Bryan prouvant que Ray se trouvait à 7 mètres du corps de Jody, eh bien elles n'existent tout simplement pas. Aucun test ne permet de déterminer si une personne se trouvait dans un rayon précis autour d'un meurtre. En réalité, tout ce qu'ils ont dit à Ray lors de ces 20 interrogatoires était inventé. Ce n'était que des mensonges, proférés avec une seule intention, effrayer Ray pour qu'il avoue un crime qu'il n'a jamais commis. Aux États-Unis, il est parfaitement légal pour la police de mentir à un suspect lors d'un interrogatoire. Elle peut dire ce qu'elle veut si cela peut l'aider à obtenir le résultat escompté. Elle peut fabriquer des preuves, induire les suspects en erreur et produire de faux résultats d'analyse. Lorsqu'un suspect ment, c'est un parjure, mais quand la police ment, c'est une méthode d'interrogatoire légale et acceptable. Il s'avère qu'il n'est pas rare que la justice soit tout sauf équitable. La police peut maintenant affirmer que tout était bien intentionné, sauf que dans le cas de Ray, les preuves ont démontré son innocence, et non l'inverse, car la police avait convaincu tout le monde. Les interrogatoires de Ray montrent clairement qu'il est ouvert et relaxé lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs. Il manifeste une volonté d'aider et répond volontiers à toutes les questions qu'ils lui posent. Interrogé, Daniel a avoué être l'auteur du meurtre de Jody et a ajouté qu'il avait planifié d'agresser sexuellement et de tuer la jeune fille qui s'était enfuie. Une enquête plus approfondie a révélé qu'il vivait à Constantine au moment du décès de Jody. Il a déclaré à la police qu'il ne connaissait pas Jody avant ce jour-là, mais qu'en la voyant passer à vélo de chancher, il lui a demandé de l'aider à déplacer quelque chose dans son garage. Alors qu'elle s'approchait de l'homme, il a sorti un couteau et lui a couvert la bouche de sa main. Il a tenté de la plaquer au sol et elle l'a vu attraper une rallonge électrique. Lorsqu'il a détourné le regard, elle en a profité pour se dégager de lui. Elle a pu courir chez elle et raconter à ses parents ce qui s'était passé. Les parents de la jeune fille ont immédiatement alerté la police, qui lui a demandé de les conduire à la maison où l'agression avait eu lieu. La maison appartenait à Daniel Kevin Furlong. Daniel était un père de famille qui travaillait comme entraîneur sportif pour jeunes, tout comme Ray. Il semblait être un homme tout à fait ordinaire, attaché à sa famille. Mais derrière ce masque, Daniel cachait un lourd secret. Lorsque votre ADN a été saisi, il a révélé une correspondance avec un crime non résolu à Constantine. Je suis sûr que vous avez fait le lien, mais il correspondait à l'ADN retrouvé sur le corps de Jody. La police se trouvait alors face à un dilemme. Si l'ADN de Dan correspondait à celui du meurtrier de Jody, qu'en était-il de celui de Ray? Avait-on découvert deux profils ADN distants sur le corps de Jody, ou il y avait quelque chose de bien plus sinistre en jeu? Je pense que vous le savez maintenant. Il y a toujours quelque chose de plus sinistre. Il s'est avéré que l'ADN de Ray ne correspondait pas à celui retrouvé sur la dépouille de Jody et ne l'avait jamais été. La police savait dès le départ que cet ADN n'appartenait pas à Ray et qu'il n'était probablement pas impliqué dans son meurtre. Pourtant, elle a sciemment choisi d'ignorer les preuves et a menti pour tenter de faire avouer à Ray. Mais l'ADN n'était pas la seule preuve sur laquelle ils ont menti. La vidéo selon eux prouvant que Ray ne fouillait pas le barrage comme il le prétendait avait en réalité été filmée depuis un immeuble situé à un pâté de là. Il ne l'aurait jamais montré s'il était à l'aide où il prétendait être. Bryan Fuller avait visionné les images à plusieurs reprises au cours de l'enquête et connaissait parfaitement l'emplacement de la caméra. Quant aux preuves avancées par Bryan prouvant que Ray se trouvait à 7 mètres du corps de Jody, eh bien elles n'existent tout simplement pas. Aucun test ne permet de déterminer si une personne se trouvait dans un rayon précis autour d'un meurtre. En réalité, tout ce qu'ils ont dit à Ray lors de ces 20 interrogatoires était inventé. Ce n'était que des mensonges, proférés avec une seule intention, effrayer Ray pour qu'il avoue un crime qu'il n'a jamais commis. Aux États-Unis, il est parfaitement légal pour la police de mentir à un suspect lors d'un interrogatoire. Elle peut dire ce qu'elle veut si cela peut l'aider à obtenir le résultat escompté. Elle peut fabriquer des preuves, induire les suspects en erreur et produire de faux résultats d'analyse. Lorsqu'un suspect ment, c'est un parjure, mais quand la police ment, Ils affirmaient que les contradictions présumées dans son témoignage étaient dues aux mensonges systématiques des enquêteurs lors des interrogatoires. La plainte alléguait que Ray était victime d'un complot orchestré par la police elle-même. L'accusation arguait que les techniques employées par les enquêteurs outrepassaient toutes les limites éthiques et légales et visaient clairement à le tromper. Malgré cela, le procureur chargé des poursuites initiales s'est défendu, affirmant avoir suivi toutes les procédures en bonne et due forme. En 2017, Ray a finalement été blanchi. Un juge a annulé sa condamnation pour parjure grâce à la collaboration de la clinique Innocence de l'Université du Michigan et d'autres groupes juridiques. La preuve décisive a été la découverte que les images censées prouver l'absence de Ray au barrage avaient été filmées à plus d'un pâté de maison de là, un fait dont la police était déjà bien consciente. Même après cette victoire juridique, Ray n'a reçu que $40 000 en compensation pour les mois qu'il a passés injustement emprisonné.
Mais son combat n'était pas encore terminé. En septembre 2023, Ray a porté plainte contre l'enquêteur principal dans l'affaire, Jody Parrack, le sergent Brian Fuller. La plainte portait sur des poursuites abusives et une violation des droits légaux. Dans sa déposition, Fuller a admis avoir menti tout au long de l'enquête, justifiant ses actes par la déclaration suivante « J'ai fait ce qui était le mieux pour l'enquête, je voulais résoudre l'affaire ». Au cours du procès, le sergent a révélé qu'il en était venu à croire que le fils adolescent de Ray était peut-être impliqué et que Ray le couvrait. Dans un enregistrement diffusé au tribunal, on voit Fuller interroger le fils de Ray et qualifier la victime de « sale gosse qu'il avait dragué ». Et oui, il a traité de sale gosse une fillette de 11 ans assassinée. Les avocats de Brian ont néanmoins tenté de faire valoir qu'il avait suivi toutes les procédures correctement et que Ray avait effectivement commis un parjure. La défense a insisté sur le fait que la vidéo du barrage démontrait que Ray avait menti, mais le tribunal a rejeté cette affirmation. Le jury a donné raison à Ray. Il a finalement reçu 14,5 millions de dollars. Après le procès, Jo, la mère de Jody, a accordé une interview publique et s'est excusée auprès de Ray pour tout ce qu'il avait enduré ces 15 dernières années. Elle avait cru qu'il était le meurtrier parce que la police le lui avait répété à maintes reprises. Ce n'est qu'après que la vérité eut éclaté qu'elle a réalisé à quel point elle avait été manipulée. Ray, en revanche, n'a jamais reçu d'excuses officielles de la part des policiers, des enquêteurs ou des procureurs qui ont ruiné sa vie. Et il est fort probable qu'il n'en recevra jamais. Cette histoire fait de multiples victimes, Jody Parrack et sa famille en premier lieu, mais aussi Ray McCann et sa famille, entraînés dans un cauchemar par l'obstination d'un système qui refuse d'admettre ses erreurs. Et enfin, l'autre jeune fille qui a échappé à l'agression de Daniel Furling, un crime qui aurait pu être évité si les enquêteurs avaient fait leur travail correctement dès le départ. Le véritable coupable de la mort de Jody est en prison, et nous espérons qu'il ne sortira jamais. Quant à l'inspecteur responsable de toute cette tragédie, il travaille toujours comme policier dans l'État du Michigan. Et honnêtement, que Dieu protège les innocents qui croiseront encore son chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire. Suggérez de nouveaux cas que vous aimeriez voir ici. Votre participation nous aide beaucoup. À bientôt.